bienvenue à cette toute première conférence en ligne de l'ATUC. Alors, pour des raisons que vous connaissez, notre colloque 2020 qui devait se tenir à Saguenay est remplacé par une série de conférences comme celle d'aujourd'hui, qui vont se succéder d'ici la fin de l'année. Alors, aujourd'hui, nous avons deux invités de marque que l'on connaît très bien ici à l'ATUC. Il s'agit de Mohamed Mesghani, secrétaire général de l'UITP, et de M. Alain Mercier, directeur général du RTC et président de l'ACTU. Nous parlerons du transport collectif international et canadien en temps de COVID et des perspectives post-COVID. Alors, côté déroulement, messieurs Mesghani et Mercier, nous parlerons pendant une quinzaine de minutes chacun. Et ensuite, il y aura une période de questions. Donc comme vos micros sont fermés, il suffit seulement d'inscrire vos questions sous le Q&A de l'écran Zoom et j'en ferai la lecture à nos conférenciers. Je vais maintenant céder la parole à M. Philippe Schnob, président de notre conseil d'administration, qui présentera notre premier invité. La parole, M. Schnob. Merci Valérie. Je salue tous les gens qui sont présents. Ça démontre votre intérêt pour essayer de comprendre collectivement la suite des choses. Et je tenais à être présent moi aussi pour entendre M. Mesghani, que je vous présente. Donc, Mohamed Mesghani, que vous connaissez sûrement, qui est secrétaire général de l'UITP depuis 2018. Via la connaissance de M. Mesghani du transport collectif, évidemment, on a une perspective internationale. On échange entre nous à l'ATUC, on échange à l'ACTU, on échange à l'APTA, mais avec l'orgette de M. Mesghani, on est en mesure de voir comment ça se passe ailleurs, des endroits où on a peut-être des expériences dont on pourrait s'inspirer. Alors, sur ce, je remercie de contribuer à cette réflexion-là et on va le retrouver en direct de Paris. Mohamed, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Philippe, et merci beaucoup, Valérie, pour la présentation. Donc, mes remerciements aussi à l'ATUC, bien entendu, et notamment à Marc-André Varin pour l'invitation. Je suis très heureux de retrouver le Québec, même s'il s'agit d'une conférence en ligne. En attendant, j'espère de me rendre sur place bientôt. La mobilité en général et les transports publics en particulier ont été durement frappés par la pandémie de Covid-19 et le sont encore. Et je voudrais donc partager avec vous brièvement mon point de vue sur les développements récents et leurs impacts sur la mobilité urbaine et l'avenir des transports publics. Je voudrais commencer par présenter les principaux enseignements tirés de la crise. Et j'ai identifié quatre enseignements. Donc, premièrement, cette pandémie a montré que les transports publics sont un service essentiel. Pendant le confinement, alors que la plupart des activités en ville ont été suspendues, les transports publics ont continué à être exploités pour desservir ceux qui n'ont pas d'autre choix de mobilité, le personnel de santé, les travailleurs essentiels. Nous avons vu tous à quel point les transports publics sont essentiels à la ville. Notamment le personnel de première ligne a montré son dévouement et les agences de transport public leur sens des responsabilités et de l'engagement. Nous avons nous-mêmes à l'UITP reconnu et célébré ces gardiens de la mobilité qui ont fait que les transports publics continuent à être exploités pendant cette crise. Je voudrais aussi citer l'exemple à Milan d'une lettre qui a été reçue par la société de transport public à Milan par un des citoyens qui disait « Alors que les portes de la ville se sont closes, celles de transport public sont restées ouvertes. » Et je trouve que ça illustre très bien le rôle essentiel qu'a joué le transport public pendant cette crise. La deuxième leçon, c'est que le transport public s'est révélé être un service vulnérable. Il n'était pas prêt à faire face à une crise sanitaire comme celle-ci. Il a dû donc adopter de nouvelles approches, comme la désinfection, comme la distanciation physique, pour pouvoir fonctionner. En fait, nous avons appris à quel point il est important d'améliorer la résilience des transports publics. La troisième leçon, c'est que les transports publics sont un service sous-évalué. Bien qu'il existe un consensus sur le rôle essentiel des transports publics, le secteur n'a pas reçu le soutien financier et institutionnel nécessaire.
de nombreux gouvernements ont tenu pour acquis que les transports publics peuvent se maintenir tout en exprimant leur soutien et en consacrant des fonds à l'industrie aérienne, à l'industrie automobile, au tourisme, en fait comme s'ils ne voyaient pas les avantages et la valeur des transports publics. Et ça, nous en avons eu la preuve pendant cette crise. Et enfin, la quatrième leçon ou enseignement, c'est que les transports publics sont injustement accusés d'être un lieu à risque pour la transmission du virus. Certains gouvernements ont même appelé les gens à éviter les transports en commun. D'autres ont montré leur ignorance et fait des déclarations non fondées sur des preuves scientifiques. Je voudrais signaler ici ce que vous voyez, le tweet que vous voyez là sur l'écran, c'est qui reprend un peu ce qu'a dit le Premier ministre français, à qui on posait la question s'il avait installé l'application sur le traçage et qu'il a répondu non, je ne l'ai pas installé parce que je n'utilise pas les transports en commun. Et donc ça montre clairement l'ignorance du fait que de nombreuses études scientifiques et des enquêtes empiriques ont montré que les transports publics sont sûrs pour le Covid et que le risque de contagion dans les transports publics est très faible parce que justement la distanciation, le port du masque est observé quand la ventilation est bonne, la désinfection bien entendu, et aussi parce que généralement dans les transports publics les gens ne parlent pas beaucoup et donc la transmission du virus ne se fait pas de manière forte. Nous avons compilé la plupart des études dans un article que vous pouvez retrouver sur le site de l'UITP. Donc ce papier en anglais qui s'appelle Public Transport is COVID Safe, mais qui existe aussi dans plusieurs langues. Donc, dans ce contexte, comment reconstruire une meilleure mobilité urbaine? Et je voudrais me concentrer sur 3 grandes priorités. Pendant le confinement, tout le monde s'est rendu compte de la quantité d'espace consacré au trafic et aux voitures. Et je dirais même combien l'espace est gaspillé par les voitures. Il est donc essentiel de repenser le partage de l'espace urbain et de donner la priorité aux modes qui sont le plus efficaces. Et d'ailleurs, c'est ce que veulent les citoyens. Vous pouvez voir à droite sur le graphique, sur la diapositive, le résultat d'une enquête menée par l'Institut YouGov qui montre qu'en Europe, 65 à 85% des citoyens demandent plus d'espace pour la marche, pour le vélo et pour le transport public. Donc, en d'autres termes, nous devons déplacer des personnes et pas des voitures. Et c'est ce qui ressort un peu de cette enquête et c'est ce qui ressort des observations qu'on fait de plus en plus sur la manière avec laquelle la voirie est utilisée. Donc, il faudrait profiter de la dynamique actuelle pour envisager par exemple, pour envisager une tarification de la congestion, le péage urbain, comme un moyen de contrôler le trafic automobile et ses nuisances. Car malheureusement, ces nuisances n'ont pas disparu avec le coronavirus. Donc, le péage urbain pourrait également être un moyen de financer des options de mobilité alternatives, comme le transport public, comme le transport partagé d'une manière générale. Donc, ce qui est sûr aussi, c'est que des villes humaines ou des villes à visage humain signifient moins de voitures. Et quand on dit moins de voitures, il ne suffira pas de remplacer les voitures existantes par des voitures zéro émission, parce qu'on ne résoudra pas le problème de la congestion. Et donc, un embouteillage vert reste un embouteillage. Donc, c'est vraiment la diminution de la circulation automobile, le contrôle de la circulation automobile que nous devons mettre en place pour avoir des villes humaines, des villes qui mettent l'accent sur les personnes et pas sur les voitures. Et donc, je dirais, on a eu une parenthèse de 100 ans où les villes ont été dominées par les voitures. Je pense qu'avec cette crise du coronavirus, c'est la fin de cette parenthèse que nous devons envisager. Le deuxième message, ou la deuxième priorité,
est lié justement à ce défi de réduire l'utilisation de la voiture individuelle. Et parce que ça offre l'opportunité d'accélérer le développement des solutions de mobilité partagée, de solutions de mobilité à la demande. Cette crise a encouragé l'utilisation de trottinettes, l'utilisation de vélos, de taxis partagés. Et nous avons maintenant une diversité d'options de transport qui sont disponibles et que j'ai représenté là sur ce graphique qui représente les différentes solutions de mobilité en fonction de leur accès, public ou privé, et en fonction de leur utilisation collective ou individuelle. Donc cette multiplicité ces options ont changé le paradigme en déplaçant l'attention de l'offre vers la demande, en déplaçant l'attention de l'infrastructure de transport vers le service rendu. Je dirais du prêt-à-porter vers le sur-mesure, en fait. Donc, cette multiplicité de solutions rend le transport urbain plus complexe. Il change même la définition du transport public. Ce que vous voyez, le cercle que vous voyez entouré en orange, représente le transport public conventionnel, donc le transport de masse. Et c'est cette définition du transport public qui s'élargit maintenant au cadre en orange que vous voyez ici. Donc on passe du transport de masse à un transport public qui englobe tous les modes collectifs et partagés, en sachant que le partage peut être dans l'espace ou dans le temps. On partage tous la même voiture ou le même bus dans l'espace. Dans le temps, c'est qu'une voiture ou une trottinette ou un vélo est utilisé par plusieurs utilisateurs successivement. Donc, ce mouvement signifie que le transport public de masse est et restera la colonne vertébrale dans la ville, parce que c'est le seul moyen de transporter un nombre élevé de personnes, mais sera complété par des solutions à mobilité partagée, des solutions à la demande. Donc, si on arrive à faire ça, on arrive à avoir des transports publics de porte à porte et non plus de station à station. Donc, nous arriverons à fournir une offre de mobilité qui soit de porte à porte. Cela facilitera l'utilisation du bon mode au bon endroit et au bon moment de la journée, au bon jour de la semaine, donc en fonction du motif de voyage. C'est un choix multiple qu'on offre aux voyageurs et de cette manière, nous n'aurons pas besoin de posséder une voiture. C'est le seul moyen de réduire les embouteillages en combinant les différents modes partagés et collectifs. Si on regarde ce système, il représente un peu l'infrastructure de transport, il représente le réseau, il représente la composante matérielle du transport. Pour le rendre pratique, pour le rendre utilisable, pour rendre son utilisation pratique, nous avons besoin d'un logiciel. Et ce logiciel, c'est le MaaS, la Mobility as a Service. C'est ce qui va rendre l'utilisation de ces différents modes facile et accessible à tous. Donc, c'est une plateforme qui offre l'accès et le paiement intégré à tous les modes de transport, ce qui permet de voyager de porte à porte avec la bonne combinaison de solutions de mobilité. Et enfin, le troisième axe, c'est la gouvernance. Une conséquence importante de cette redéfinition des priorités est la nécessité de revoir les modèles de gouvernance. Il ne s'agit pas seulement d'opérer en interne ou de sous-traiter au secteur privé l'exploitation du réseau de bus ou de chemin de fer. Ça, c'est la manière conventionnelle d'approcher les transports publics. Non, c'est en fait le champ et les compétences des autorités qui sont en jeu. D'abord, nous avons besoin d'autorités organisatrices. Je le dis parce que c'est peut-être évident pour certains, mais dans un grand nombre de pays, ce n'est pas encore le cas. Donc, nous avons besoin d'autorités organisatrices, mais ce que nous devons envisager, c'est de leur donner plus de responsabilités dans l'organisation et la réglementation des services à la demande et des services partagés, pas uniquement des services de masse, de transport de masse. Nous devons aussi éviter ce conflit qui existe entre l'autorité de transport et la ville ou l'autorité métropolitaine sur la gestion de certains modes de transport, comme les modes partagés. Et nous avons de plus en plus de cas où, puisque cette gestion est faite ou cette organisation est faite par deux autorités différentes, l'intégration ne se fait pas comme il faut. Donc, il faudra travailler sur cette intégration dans ce nouveau modèle de gouvernance. Cela
optimisera et réduira les coûts administratifs, mais facilitera également l'organisation des déplacements pour les citoyens si cette intégration se concrétise. Donc, cette crise a également montré que les transports publics ont besoin d'accords contractuels flexibles, d'un cadre contractuel flexible pour pouvoir s'adapter aux conditions changeantes et au cadre de transition, comme des situations de crise comme celle-ci. On se trouve dans des situations où les contrats tels qu'ils ont été conçus ne prévoient pas une telle situation, ne prévoient pas comment gérer le manque de recettes tarifaires, ne prévoient pas comment gérer la baisse d'achalandage. Donc, c'est important que les contrats définissent ce type de situation. Donc, nous avons besoin d'agilité dans la relation entre l'autorité de transport et l'exploitant. La flexibilité est également nécessaire pour mieux intégrer les services à la demande, pour mieux intégrer les services partagés avec les transports en commun. Et également, les projets mass, Mobility as a Service, ne réussiront pas sans cette flexibilité qui facilite les coopérations publiques-privées. Donc, c'est un nouveau modèle de gouvernance qui met au centre l'utilisateur, le voyageur, la personne, et qui concilie les objectifs de politique publique avec l'approche commerciale des opérateurs. Donc, la gouvernance est une des clés de la reconstruction de la mobilité après cette crise. Donc, pour conclure, je voudrais insister sur l'opportunité en or offerte par cette crise de renforcer les positions des transports publics en ville, bien entendu. Donc, en raison de cette crise, les transports publics souffrent d'une image dégradée. Donc, d'abord, il est important de restaurer la confiance des voyageurs et de les rassurer. Le rétablissement de la confiance des voyageurs doit aller aussi de pair avec la confiance en soi des opérateurs. Ils ne doivent pas adopter un profil bas, mais s'affirmer et être fiers du service qu'ils offrent et la noble mission des transports publics dont ils sont porteurs. Les transports publics présentent aussi de nombreux avantages en termes de pollution de l'air, d'émissions de gaz à effet de serre, d'accidents, de sécurité routière et par le fait qu'ils évitent la congestion, mais aussi d'inclusion sociale. Donc, c'est une occasion aussi de rappeler les bénéfices du transport public. Donc, il faut saisir l'instant. Nous avons une opportunité et je suis convaincu que les transports publics sortiront plus forts de cette crise. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mohamed. C'est vraiment intéressant d'aborder le sujet sous cet angle-là. Puis on observe aussi on a des constats similaires ici également. Alors, en fait, la période de questions va suivre la présentation de M. Mercier. Alors, notre prochain invité s'est joint au réseau de transport de la capitale à titre de chef de la direction en avril 2012. Son expérience dans le domaine des transports au Canada et aux États-Unis, tant dans le secteur privé que public, s'étend sur 35 ans. M. Mercier est actuellement président de l'Association canadienne du transport urbain, donc là-dessus. Et il est également membre du conseil d'administration de l'UNITP et membre de la TUC. Sa présentation d'aujourd'hui traite particulièrement de l'adaptation du réseau de transport dans le contexte d'une crise de l'ampleur de celle posée par la COVID. Alors, j'invite donc M. Mercier à prendre le contrôle de l'écran. Merci Valérie, ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Je vais partager mon écran présentement. Et vous devriez avoir un petit bus bleu. Je pense à votre écran, ça va bien? Excellent. Donc, j'apprécie énormément suivre mon collègue Mohamed parce que l'effet d'une pandémie, je vais essayer de prendre l'approche de parler un petit peu plus au niveau tactique, l'effet de la pandémie sur un organisme de transport et essayer de faire un peu les liens avec certains messages que Mohamed nous a partagés qu'on voit à travers le monde. S'il faut dire une chose, que indépendamment où on est dans le monde, où on est au Canada et même au Québec, on a vécu essentiellement une grande partie les mêmes enjeux
au niveau adapté et comment on a géré une crise et où on est présentement. Donc, je vais parler un petit peu des impacts de la pandémie. Comme la majorité des sociétés à travers le Québec, le Canada et en Amérique du Nord et en Europe, dans le cas du RTC, on était un petit peu dans une situation d'un élan de développement avant la pandémie. Et donc, l'effet de la pandémie a eu un impact assez important. Cette année, on voit une chute de 45% dans notre achalandage. On avait prévu par un programme de développement de voir un achalandage, une croissance autour de 30% avec des investissements majeurs durant une période de 7 ans et on était en plein élan. Même on a vu les premiers mois de l'année une augmentation de 10% dans le transport en commun. Alors, dans les mois de janvier, février, dû au fait une panoplie d'investissements et de stratégies. La réalité avec la pandémie, comme on a vu dans la majorité des sociétés, on a perdu 80%, initialement, on a perdu 80% de notre achalandage, qui nous a forcé essentiellement à s'adapter rapidement. Et on sait tous, dans une entreprise de transport en commun, adapter rapidement n'est pas nécessairement facile. Alors, l'ajustement du service pour la clientèle en fonction de la demande, les renégociations avec les différents groupes de représentation syndicale pour ajuster la main-d'œuvre, de réorienter nos travaux pour les adapter à la crise sanitaire. Tout ça avec une chute de revenus très importante. On sait qu'au Québec, par exemple, on a non seulement des chutes de revenus par les clients, mais on avait aussi une baisse de revenus pour les programmes d'appui du gouvernement du Québec, les revenus de publicité, dont essentiellement nos revenus ont fondu sévèrement. Tout ça, dans le cas du RTC, on parle essentiellement qu'on a subi des pertes d'alentour de 20% de nos dépenses. Donc, dans le cas du RTC, on parle de 44-45 millions de pertes initialement. Et tout ça dans un contexte qu'il fallait travailler sur obtenir des économies à court terme. On va parler un petit peu, probablement, dans les questions que le monde va me poser. L'effet de la pandémie a amené les gouvernements à travailler ensemble. Si on se rappelle, initialement, on avait approché le gouvernement fédéral au niveau de l'ACTU, je m'excuse, pour parler d'aide sur le plan national pour des sociétés de transport, puis on avait reçu la réponse de non, essentiellement, que le gouvernement national n'est pas, c'est pas leur mandat d'aider les organismes de transport municipaux. Alors, après de nombreux mois de travail, je pense le résultat qui était bien annoncé au Québec, c'était un partage de responsabilités entre le gouvernement fédéral et provincial, avec une annonce de 1,2 milliard pour un programme d'urgence, essentiellement pour faire un pont financier durant la période de la pandémie de 2020-2021 et même jusqu'à 2022. Donc ça nous a mis essentiellement sécuritaires dans nos éléments financiers, dans nos stratégies financières. On a eu essentiellement notre aide pour nous permettre de passer à travers cette pandémie. Mais la réalité, c'est que, tel que Mohamed a parlé, il faut avoir un plan de relance. Alors, comme la majorité des organismes de transport, on s'est penché essentiellement sur 3 éléments dans le cas du RTC. Et je pense que ça reflète un peu les stratégies que l'ensemble des organismes de transport vit présentement au Québec et au Canada.
Et je veux parler surtout de la question de confiance dans notre industrie. Les trois étaient réétablir la confiance envers le transport en commun, de capter et sécuriser nos revenus. Donc, on sait que le gouvernement va agir à cet égard-là. Mais je pense que l'élément le plus important, puis on va en parler un petit peu, c'est d'offrir une expérience du client qui est simple, conviviale et définitivement sécuritaire. Donc, la confiance de l'employé, notre clientèle, elle va passer à travers de plusieurs actions des organismes. Et pour nous, les éléments qui est extrêmement important, c'est rester au fil. On fait beaucoup de sondages, on les fait continuellement. C'est une pratique qui est utilisée, par exemple, dans d'autres juridictions mondiales. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est avec de mois en mois dans cette pandémie, on voit que des tendances d'opinion devient de plus en plus ferme dans la pensée des clients concernant certains éléments. Le retour vers le véhicule solo, la baisse de congestion qu'on voit présentement. Les attitudes vont évoluer essentiellement avec la durée de la pandémie. Donc, un des éléments qui est extrêmement important dans un plan de relance, c'est de rester très connecté avec les pensées de nos clients et les non-clients et comment l'interaction dans le public se traduise. Le deuxième élément, c'est qu'on sait tous, c'est la désinfection de nos autobus. Nous autres, à Québec, on a un programme parce qu'on est un réseau de bus avec un système de bus rapide, que ce soit dans les autres sociétés avec des systèmes de train, métro, tramway et d'autres modes de transport. La désinfection de nos actifs, c'est un des éléments le plus important, que ce soit les infrastructures. Et un des éléments qui va être extrêmement important, c'est de partager. On voit les meilleures pratiques dans l'industrie, c'est de pratiquer une communication avec notre clientèle sur les efforts qu'on fait. Alors aujourd'hui, on voit une évolution un petit peu de les meilleures pratiques de désinfection. Puis il y a beaucoup de nouveautés qui se parlent dans l'industrie aujourd'hui au niveau de, par exemple, de la prévention. Comment est-ce qu'on peut réduire le risque de développement de bactéries, de virus dans nos véhicules? Et on commence à entendre des différentes technologies qui sont utilisées. Comme on sait, l'ultraviolet pour la désinfection est devenu un élément dans l'industrie. Et donc, notre priorité dans les prochains mois, ça va être de faire, par exemple, des capsules de vidéo pour notre clientèle, pour leur montrer nos efforts. On va faire des entrevues avec des microbiologistes qu'on a mis en contrat pour aider à avoir une communication avec notre clientèle sur les conditions sanitaires dans un autobus. Je pense que c'est un élément qui est une préoccupation et impliquer le client dans nos efforts et rendre visible le niveau de mesures sanitaires et les résultats. Je pense que Mohamed a bien parlé par exemple, de partager les meilleures informations scientifiques qu'on a à notre disposition, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Canada, vont faire partie et on va utiliser les expertises de microbiologistes pour mieux expliquer à la clientèle l'environnement dans nos véhicules. L'ajustement de service, c'est un autre élément qui est extrêmement important dans un plan de relance. On sait tous que les habitudes de mobilité changent. On a vu par des analyses dans d'autres villes où, avec les mesures de confinement, différentes alternatives de temps de déplacement, quand le monde choisit de se déplacer, puis où ils vont dans la ville change. Extrêmement difficile pour un réseau de transport d'être agile dans la planification de ces services. On sait tous que ça prend quelques mois de planification, de faire choisir les affectations de nos ressources.
d'ajuster la disponibilité des autobus à des périodes pointes ou hors pointe. Ça fait beaucoup de modifications de services dans des courtes périodes. Alors, on voit couramment que nos services devraient être modulés plus fréquemment et avec beaucoup plus de flexibilité. Donc, on a choisi, par exemple, dans chaque, qu'est-ce qu'on appelle signature ou période horaire pour la clientèle, qu'on garde toujours des ressources en réserve pour déployer aux besoins, pour assurer pas une distanciation naturellement, mais d'avoir un niveau de service qui est adéquat pour répondre à la population. On va définitivement concentrer sur la communication. Nous autres, on a choisi un principe qu'on a un effort en commun. Hein? La gestion de la pandémie dans le milieu du transport en commun, c'est une responsabilité collective. C'est sûr, la société a ses responsabilités, comme toutes les autres sociétés de transport, mais il faut maintenir une conversation avec le public, parce qu'on sait tous, et qu'est-ce qu'on apprend dans tous nos sondages, qu'une grande partie de notre clientèle ont aussi des attentes de d'autres clients qui partagent le même espace avec eux. Alors, ce niveau de complicité au niveau du public est un élément extrêmement important. Et comme on a vu au Québec durant la période du mois d'avril et mois de mai, que l'utilisation du masque personnel devient un élément qui est extrêmement important dans la sécurité de nos clients et de nos employés. Alors, on met beaucoup d'efforts au RTC, que ce soit, comme vous voyez, afficher un petit peu plus de personnalité avec les masques. On inspire la clientèle de se laisser aller, de se trouver leur niveau de personnalisation pour être capable de créer un environnement qui baisse la tension, qui amène un niveau de confort dans nos véhicules entre les clients. Et ça, je pense, c'est un élément qui est assez important à maintenir dans cette relance-là. Et comme on a vu la clé de succès dans le transport en commun, puis je pense, je suis fier de la collaboration qu'on a eue, surtout au Québec et au Canada, avant que les gouvernements ont recommandé le masque, c'est l'industrie du transport en commun qui était en avant de cette mesure-là. Je me souviens, au mois d'avril, les directeurs généraux des sociétés de transport collaboraient ensemble. On faisait des appels le soir pour dire est-ce qu'on implante les masques, est-ce qu'on le réglemente, est-ce qu'on les donne gratuitement aux clients. Donc, c'était tout un effort de répondre à la crise qui était devant nous, que le masque était l'ingrédient important pour la clientèle et pour nos employés à donner la sécurité. Et donc, ça s'est transmis aussi que tous nos employés adhèrent au principe qui n'était pas évident. Je pense qu'on a tous vécu des périodes assez difficiles. Les sociétés de transport, et je pense qu'on peut se dire qu'on est fiers au Québec de le travail qui était fait au niveau de les normes de gestion sanitaire pour nos employés. On connaît tous l'expérience mondiale, c'est ceux qui l'ont entendu. Le risque pour nos employés durant une pandémie était réel. Et le travail conjoint qu'on a fait, les sociétés de transport avec le gouvernement, avec l'Institut de santé publique, avec les syndicats et avec la Commission des normes en santé et sécurité, a travaillé sur un protocole d'environnement sanitaire pour nos employés était exemplaire. Et je peux vous dire, pour avoir discuté avec du monde à travers le pays et même à travers le monde, c'était pas évident avec les règles locales. On n'avait pas toujours un niveau de conformité. Et on est très chanceux dans notre industrie, surtout au Québec,
qu'on n'a perdu aucun employé dans cette crise-là et qui, contrairement à l'expérience qui s'est passée à travers le monde. On a déployé le système de paiement mobile, donc on a pu avoir la nécessité de faire des transactions numéraires avec des correspondances papier. Alors, on a déployé rapidement notre solution de paiement mobile pour la clientèle pour éviter le contact. Et aussi, la présence sur le terrain de nos employés était une clé de succès extrêmement important dans la panoplie d'actions nécessaires pour gagner la confiance avec notre clientèle. Et cette confiance-là, je pense, dans l'origine, passe, puis comme Mohamed a dit, nos gardiens de la mobilité, hein, nos employés, que les employés, la confiance, la fierté qu'ils ont dans leur travail, à travailler avec la clientèle à tous les jours, pour les amener dans un environnement sécuritaire était réellement la clé de succès. Alors, ça, c'est un petit peu l'environnement de la crise. Mais la réalité, c'est qu'on a l'année 2021 devant nous et on sait que les enjeux sont grands. Présentement, on a récupéré environ 50% de notre clientèle. Mais avec la deuxième vague et le confinement qui s'est remis en place le 28 octobre, mais on a vu encore l'achalandage chuter à des niveaux plus bas. Donc, on était vers les 50%, on descend encore vers 35% et on va remonter, c'est sûr, avec les éléments de déconfinement qui s'en viennent. Mais la réalité, c'est qu'il faut concentrer sur quelques éléments pour revenir. Donc, définitivement, pour notre organisation, de rebâtir notre achalandage, c'est notre grande priorité. Ça va être, on n'a aucunement une boule de cristal sur comment cette pandémie va élaborer. Le consensus, et on a eu une discussion à travers les directeurs généraux des sociétés au Québec, hein, c'est sûr, mais aussi au Canada. Et le consensus, c'est que notre objectif, c'est d'essayer de réétablir notre achalandage autour de 80% à fin de 2021. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Surtout dans les circonstances qu'on est. Mais c'est notre objectif. Alors, qui dit que quand même, en 2022, on va vivre une période assez difficile. Et tout ça va être dépendant de l'effet de le télétravail, je pense, et l'éducation à distance qu'on voit avec les universités et les cégeps. Le deuxième élément, et je pense Mohamed a bien illustré le potentiel au niveau des changements de la demande de mobilité et les offres de mobilité, c'est accélérer la mobilité intégrée. Ça, pour nous, c'est devenu une réalité et un changement extrêmement important. Troisièmement, on a un projet qu'on appelle Réseau structurant à Québec, que tout le monde connaît sur le nom d'installer un tramway dans la ville de Québec sur une longueur de 22 km à travers les artères les plus achalandées de transport en commun présentement, où on est à saturation avec le réseau bus haute vitesse, haut niveau. Alors, la construction, les travaux préparatoires ont commencé déjà dans la ville de Québec et des grands chantiers de construction des réseaux urbaines vont créer aussi une désorganisation de la mobilité à Québec. Donc, en pandémie, on va commencer à faire des gros travaux majeurs sur le réseau routier où on exploite notre système de transport en commun. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant dans la qualité de service qu'on va offrir durant une période où on va avoir un investissement massif pour le futur du transport en commun. Donc, c'est une période de risque qui devient accrue. Alors, on sait que la construction d'un tramway dans une ville n'est pas bien connue
surtout au Canada. Hein, on est le premier tramway au Québec. Alors, on va avoir un grand apprentissage de comment construire un tramway durant qu'on est en train de reconstruire notre base d'achalandage. Et finalement, il faut s'outiller avec des technologies beaucoup plus puissantes pour adresser les besoins. Donc, quelques petits points que j'aimerais amener pour conclure, c'est je veux toucher juste sur la mobilité intégrée parce que je pense que c'est un élément qu'on sous-estime dans nos apprentissages. On a annoncé que la RTC sera l'opérateur d'un système de vélo-partage. On est en train d'intégrer l'autopartage avec Communauto dans nos applications. On va annoncer le déploiement du transport sur demande dans les sections banlieue pour remplacer notre traditionnel taxibus. Donc, et on est dans le nouveau mandat de la gestion de l'offre de taxi sur nos territoires, hein, avec la nouvelle application de la loi. Donc, tout ça va nous forcer essentiellement à agir rapidement dans l'offre de technologie qui va permettre une intégration de la mobilité. Alors ça va être les grandes stratégies pour les organismes de transport. Puis je pense, juste en conclusion, puis je pense, on sait tous que on a appris quelque chose durant cette pandémie-là, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses, mais l'innovation est un élément extrêmement important pour offrir un retour à notre clientèle, un système de mobilité qui est à leurs attentes. Alors, merci Valérie. Merci beaucoup, Alain. Donc, je vais passer déjà à la période de questions. Je vais vous en lire une première. Alors, je pense qu'elle peut s'adresser à vous deux. Donc, dans la gestion de la crise, quel est le rôle, selon vous, du gouvernement et des autorités? Voulez-vous que je commence un petit peu, puis peut-être Mohamed après? Oui, c'est beau, Mohamed. Bon, j'ai touché sur le point. On sait que la crise a occupé nos gouvernements presque à temps plein. Un des éléments, c'est de difficultés dans le plan, on va dire, de relations publiques avec les relations gouvernementales, c'est d'avoir l'attention des gouvernements durant une crise. Donc, je pense les efforts des organismes comme l'ATUC, comme l'ACTU et le ETP à rapidement amener une discussion avec les gouvernements nous a mis un petit peu sur l'agenda. Mais la réalité, c'est, comme j'ai mentionné, ça a pris énormément d'efforts. Le gouvernement du Canada ne se voit pas comme un partenaire d'aide en exploitation de le transport public dans les municipalités. Son rôle, c'est d'offrir du financement d'investissement, d'infrastructures, il se voit clairement, dont on avait une difficulté d'arrimage des intérêts des différents gouvernements au niveau fédéral, provincial. Et on a vu que cette tendance de mettre les agendas des villes, des provinces et le gouvernement fédéral sur le même agenda a pris énormément d'efforts. Tout ça pour dire que ça démontre la fragilité que Mohamed a mentionnée dans sa présentation. On n'a pas de stratégie nationale sur le transport public comme pays développés. C'est un peu une exception de ne pas avoir cette stratégie-là connue par le gouvernement fédéral. Mais on est venu à la réponse dans la crise. Le gouvernement du Québec a bien structuré un résultat positif pour le Québec avec une contribution incroyable à 1,2 milliard de dollars. On se compare favorablement avec toutes les autres provinces. Mais la question, ça va être, est-ce que le gouvernement fédéral va
diriger son attention à d'autres besoins au lieu du transport. Et on arrive bientôt à l'évaluation du gouvernement fédéral et des provinces s'ils vont réaffecter le 20 milliards d'investissements en transport public, les infrastructures, les grands projets. Est-ce qu'ils vont réaffecter cet argent-là à d'autres besoins? Alors, c'est une période qui va être extrêmement sensible. On entend du gouvernement fédéral que peut-être ils ont donné assez pour le transport public, puis là, il faut qu'ils tournent leur attention à d'autres choses. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour le développement de nos villes. Alors, il faudrait qu'on soit vigilant. Peut-être pour rajouter, donc je suis tout à fait d'accord sur cette dimension financière et le rôle des gouvernements pour le soutien financier du secteur qui est indispensable parce que c'est un secteur essentiel. Donc, imaginez une ville sans transport public. Imaginez un pays sans transport public. Donc le poids du soutien financier est essentiel. Et je voudrais rajouter une autre dimension, c'est la contribution des gouvernements à restaurer la confiance. On doit éviter des messages contradictoires. J'ai mentionné tout à l'heure l'exemple du chef de gouvernement français qui n'est basé sur aucune preuve scientifique. Et donc, on doit éviter ce genre de messages contradictoires où d'un côté, on a un organisme public de la santé qui dit que les transports publics ne sont pas risqués et de l'autre côté, un gouvernement qui dit ne prenez pas les transports publics. Donc, ça, c'est important. Si on veut restaurer la confiance, c'est important d'avoir une cohérence dans les messages. Et donc, je voudrais insister sur ça, en plus de la dimension du soutien financier. En Europe, on a estimé pour l'Union européenne à 45 milliards d'euros le besoin de financement des transports publics cette année. Donc, donc certains pays ont bien sûr soutenu les transports. Il y a eu un premier mouvement pendant l'été, mais actuellement, on voit que la crise continue et donc ce soutien est essentiel si on veut préserver une mobilité durable en ville. Merci à vous deux. Justement, on parlait de perte nette d'achalandage. Donc, si jamais parce que je pense que ça va beaucoup modifier aussi les habitudes de déplacement des gens. Donc, s'il y a encore cette perte-là aussi grande d'achalandage post-COVID, causée par exemple par le télétravail, l'éducation, est-ce qu'il y a un risque justement que le financement public soit détourné vers d'autres priorités? Oui, allez-y, moi. Oui, donc cette perte d'achalandage, bien sûr, c'est une réalité. C'est une réalité et avec une incertitude sur jusqu'à quand elle va durer. Et si un jour on retrouvera les niveaux de fréquentation qu'on avait avant la crise du Covid. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps, d'autant plus que la situation sanitaire exige qu'il y ait moins de foule, j'allais dire, dans les transports publics, avec la poursuite du télétravail, on aura mathématiquement, j'allais dire, moins de monde dans les transports publics. Et c'est pour ça qu'il faut aussi restaurer la confiance. J'insiste encore sur ce point-là parce que donc, Alain a très bien présenté les mesures qui sont prises par la RTC pour restaurer cette confiance. Et quand on parle de restaurer la confiance, il y a deux niveaux. Il y a le niveau rationnel et le niveau émotionnel. Donc, au niveau rationnel, un très grand nombre de mesures ont été présentées. Donc, tout ce qui s'agit de désinfection, de ventilation, de manager la foule, j'allais dire, dans le transport public, le port des masques, le fait de ne pas parler quand on voyage. Et donc, c'est une co-responsabilité entre le transporteur et les voyageurs. Et il y a aussi le côté émotionnel. C'est comment insuffler une image positive du transport public, un sentiment positif envers les transports publics. Je voudrais mentionner un ou deux exemples. Un exemple à Vienne, où pendant la crise, la société de transport de Vienne a décidé de renouveler les uniformes de leur personnel pour justement véhiculer cette image positive des transports publics. Ils ont aussi lancé un concours où ils invitaient tous les voyageurs à prendre des selfies dans les transports publics
et il diffusait ses selfies sur tous les écrans du réseau. Donc, pour dire aux gens, venez, les transports publics sont sûrs. À Milan, on a fait une vidéoclip avec des messages qu'on a reçus des voyageurs, donc une compilation de tous ces messages, très émotionnels en fait, qui a été partagé aussi sur le réseau. Donc, c'est comment insuffler un genre de sens, un sens de la satisfaction à utiliser les transports publics et faire en sorte que ce sens de la satisfaction ou un sens de fierté d'utiliser le transport public soit contagieux envers les autres passagers. Donc, cette dimension émotionnelle est très importante pour ramener les gens sur le réseau. Voilà, M. Mercier, si vous voulez également répondre. Oui, je pense Mohamed a bien mentionné le contexte de confiance et l'aspect émotionnel. C'est très clair, c'est tellement puissant. On sait qu'il y a une grande partie de notre clientèle, quand ils sont dans le transport en commun, ils ont un sens un peu d'inconfort. Quand on demande à notre clientèle, est-ce que vous êtes confiant avec les mesures du RTC à donner un environnement sécuritaire? Généralement, on a des réponses très positives. 80%, 85% du monde sont satisfaits qu'on a fait tout qu'on peut. Mais en même temps, ils vont dire comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité vous-même? Et là, le pourcentage baisse d'une façon importante, 50%, 60%. Et cet écart-là est la différence qu'il faut adresser. C'est l'importance qu'un client se sent bien lui-même dans son choix. Et ça, c'est là, je pense, où le travail va être, faut comme société, organisme de transport, qu'on adresse cet écart entre le sentiment émotionnel d'être dans le transport en commun et le confort ou la confiance dans l'organisme qui font tout ce qu'ils peuvent, mais malgré ça, c'est jamais assez. Donc, cet écart-là, je pense que c'est la seule façon de le régler, c'est émotionnel. Puis j'étais extrêmement, quand on a entendu les nouvelles de Vienne avec leur décision, avec leur clientèle, de mettre un nouveau uniforme, ça a démontré le niveau de risque qu'il faut prendre. Ça, le risque est extrêmement important. Il faut qu'on se donne la chance d'essayer des choses comme société. Parfait, merci. Je pense que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Alors, merci encore à vous deux. Merci également aux gens présents. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain, donc le 1er décembre à 11h30, alors qu'on va recevoir Sarah Doyon, directrice générale des Trajectoires Québec. Et il y aura également une surprise qui vous sera présentée, alors pour la remise du prix Antoine Grégoire en direct et en ligne. Alors, consultez notre site web pour connaître les prochains détails de nos prochaines conférences. Alors, merci encore à vous deux, messieurs, et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup.